Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'œil de l'été. Idrissa Gueye rejoint le PSG, et aura fort à faire quand Nicolas Pepe est proche d'Arsenal. Mais fait-il l'affaire? L'Atlético Madrid humilie le Real, Naples corrige Liverpool, et Lyon, enfin, soulève son premier trophée. Que faut-il en penser? On commence donc par l'arrivée d'Idrissa Gueye, dont l'officialisation est imminente. Pour 32 millions d'euros, l'international sénégalais quitte Everton et rallie Paris. Est-ce un coup parfait? Alors déjà, et pour partir sur des bases factuelles, un petit portrait robot du joueur. Idrissa Gueye a 29 ans, il en aura 30 fin septembre, il mesure 1m74 et est droitier. Il a lancé sa carrière pro à Lille, 176 matchs joués entre 2010 et 2015, donc sous le management de Rudy Garcia et René Girard, qui l'ont couvert d'éloges ces derniers jours, avant de filer à Aston Villa, où il brille. Malgré la relégation des Villains, seul N'Golo Kanté réussit plus de tacles et d'interceptions que lui en Première Ligue, et il ne connaîtra pas le Championship, puisque dans la foulée, Everton toque à la porte, et c'est là qu'il a disputé les 3 dernières saisons de sa carrière. Le point fort de son parcours, au-delà d'une belle linéarité dans la progression, c'est sans doute son absence de blessure. Forfait 15 jours en 2011-2012 pour un coup à la main, 22 jours en début d'exercice 2018-2019 pour un souci au genou, c'est tout. Et en 10 ans de carrière, c'est notable, a fortiori lorsqu'on compare son bilan médical à celui des autres membres de l'entrejeu parisien. Alors maintenant, la question qui compte vraiment, forcément, c'est est-ce que c'est un bon choix? Ce qui est incontestable en tout cas, c'est que le PSG a besoin de monde au milieu. Et avec Gueye, tu cibles ce qui t'a cruellement manqué l'année dernière. 3e joueur avec le plus de duels gagnés en Première Ligue en 2018-2019, 3e joueur avec le plus d'interceptions réussies, 9e sur le nombre de ballons récupérés. Ceux qui ont vu la CAN cet été le savent, Gueye, c'est le joueur de l'ombre par excellence, qui apporte volume et sacrifice, qui court partout et avec intelligence, qui densifie ton milieu, qui fait grimper l'intensité sans ballon. Alors ces derniers jours, un débat assez audible s'est développé sur le fait que Gueye serait pas un bon choix parce qu'il n'est pas une sentinelle, parce que il jouerait pas sentinelle, ce serait plutôt un 8, etc. Voilà, c'est un débat assez flou et sur lequel on n'est pas toujours très intellectuellement honnête, donc je pense que c'est important de repartir sur une base claire. Alors déjà, qu'est-ce qu'est véritablement une sentinelle? Bon, la définition du dictionnaire, et qui nous vient donc du lexique militaire, c'est un soldat placé dans un poste avancé, un guetteur. Dans un environnement guerrier, on place une sentinelle aux avant-postes pour qu'elle puisse détecter la potentielle menace ennemie en amont et en avertir son camp. Alors en football et en France, c'est un terme qui a plutôt vu le jour à la fin des années 80 et qui désigne le milieu isolé devant la ligne de défense. Une forme de défenseur avancé qui a pour mission de contenir les assauts ennemis avant qu'ils ne soient trop menaçants. Alors aujourd'hui, le rôle qu'on a attribué à une sentinelle a un peu varié. Voilà, on a toujours des sentinelles très destructrices, que ce soit des Casemiro, des Touzard par exemple, mais on a aussi des sentinelles très créatrices, des sentinelles architectes, voilà, les Busquets, les Pjanic, les Jorginho sous Sarri. Dans tous ces cas, la constante elle est par rapport au positionnement, et c'est que le joueur est seul sur sa ligne. Voilà, il est jamais aligné aux côtés d'un autre, et il patrouille seul donc entre la ligne de défense et les milieux plus avancés. Par conséquent, c'est un poste plus qu'un rôle, et c'est un poste que tu peux avoir uniquement dans un 4-3-3 à pointe basse, dans un 4-4-2 losange, dans un 3-1-4-2 ou dans un 4-1-4-1. Alors pour revenir à Idrissa Gueye, donc, c'est vrai qu'il a assez rarement occupé ce poste de sentinelle. L'année dernière, Everton misait essentiellement sur un 4-2-3-1, et Gueye évoluait en tandem, aux côtés de soit Schneiderlin, soit André Gomes, mais cette même année, Paris a joué en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 3-4-2-1, en 3-4-1-2, en 4-4-2 à plat, en 3-4-3. Voilà, on sait que Tourelle est pas dogmatique sur les formations et que son truc, c'est plutôt la flexibilité. Donc prendre un joueur qui serait une pure sentinelle, c'est plutôt une bonne idée si tu veux absolument jouer en 4-3-3, et dans cette optique, je pense qu'un Weigl aurait été pertinent par exemple. Mais si on imagine un 4-2-3-1, qui est un schéma qui te permet de mettre Neymar en 10 et d'aligner toutes tes meilleures options offensives, encore plus maintenant que Sarabia est là, avec la possibilité de mettre Mbappé en pointe ou de reposer Di Maria, dans le système, une paire Verratti-Gueye dans l'entrejeu, c'est extrêmement séduisant. Je pense donc que la clé de ce débat, c'est qu'il faut comprendre que le foot c'est quelque chose d'extrêmement fluide, et qu'au-delà d'un poste, Paris cherchait surtout des caractéristiques à ajouter à un entrejeu qui avait volé en éclats à Anfield, qui avait été carrément bousculé à Naples,
voilà, qui avait souffert dans toutes les parties où il y avait eu de l'intensité au milieu. Paris avait besoin, avant tout, de répondre aux défis physiques dans cette zone. Gagner en activité, gagner en volume, c'est ce que Gueye apporte, et pour le reste, on peut faire confiance à Tourelle pour en tirer le meilleur. Alors ensuite, au-delà de son apport dans le jeu, quelques remarques complémentaires. Bon, déjà, je pense que c'est une recrue qui est cohérente avec la nouvelle impulsion que la direction parisienne veut donner au club. C'est pas une star, il n'est pas au-dessus de cette nouvelle institution, et selon ce qu'on a pu entendre ces derniers jours, c'est même un joueur incroyablement dévoué. À l'écoute, voilà, je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est une bonne pioche. Le bémol que je mettrais, c'est plutôt sur son âge, 29 ans, il en aura 30 dans quelques semaines, à voir comment ça vieillit, mais ça a l'air d'être une option plutôt court-termiste. C'est pour réussir maintenant, tout de suite, et on peut peut-être dire la même chose d'Ander Herrera. Donc certes, en quelques semaines, ton milieu vient de tripler en énergie, et c'est sûr que tu avais besoin de soldats comme ça. Le truc, c'est que je serais plus enthousiaste s'ils avaient 3 ou 4 ans de moins. Enfin, dernière question, est-ce que l'arrivée de Gueye clôture le mercato du PSG ? Pour moi, t'as sans doute encore besoin de renfort à gauche. Voilà, ce serait pas mal de réussir à faire partir Kurzawa par exemple. Et puis il y a toujours le cas Neymar. Alors comme je l'avais expliqué il y a quelques semaines, personnellement je pense qu'il restera, mais ce qui est sûr c'est que c'est un dossier qui va rester en suspens pendant un petit mois encore, donc on verra. Nicolas Pepe est tout proche d'Arsenal. C'est un dossier qui devrait aboutir dans les heures qui viennent, et à 24 ans donc, l'ailier ivoirien rallierait les Gunners, contre 80 millions d'euros. Alors sur le papier, je trouve que la profession d'Arsenal est sans doute la plus intéressante pour Pepe. Je dois dire que je comprends l'attrait de la Première Ligue pour un footballeur, même au-delà de la non-qualification en Ligue des Champions. Je trouve que l'environnement est plus séduisant que celui proposé par Naples, par exemple. Un championnat très disputé, des pelouses magnifiques, vivre à Londres, même le salaire. Voilà. En tant que joueur, je trouve le choix compréhensible. Mais du côté d'Arsenal, en revanche, je suis un peu plus mitigé. Parce que bien sûr, Pepe c'est un contributeur fantastique, mais la seule chose qui a bien fonctionné dans ton club l'année dernière, c'est l'association Lacazette-Aubameyang. Et là, t'es obligé de recomposer ton attaque. Alors il y a des facteurs qui pourraient rendre cette restructuration légitime. C'est vrai que t'as perdu Ramsey, t'es en droit d'être dubitatif par rapport au rendement d'Ozil. Donc s'il te manque ce milieu avancé, le 4-4 de Losange perd un peu en pertinence. Mais maintenant, avec Pepe ailier droit, t'as aussi pas mal de questions. Est-ce que tu mets Aubameyang côté gauche ? C'est loin d'être son meilleur poste. Est-ce que t'alternes entre Lacazette et Aubame dans l'axe ? C'est quand même dommage de ne pas pouvoir aligner ensemble tes 3 options offensives, surtout quand tu lui payes si cher. Surtout que la seule option naturelle à gauche, c'est Iwobi. Alors il y a Gabriel Martinelli, mais il est arrivé cet été, il a que 18 ans, ça fait tendre. Alors si dans le tout meilleur des cas, Aubameyang devient un ailier gauche performant, c'est vrai que là t'as un très beau trio sur le papier. Emery, qui aime pratiquer un football de transition, lui sera comblé. Il y a une petite vibe Liverpool avec 2 ailiers supersoniques, avec Lacazette un peu dans le rôle de Firmino, mais tout de même, quand on parle depuis aussi longtemps d'un budget de transfert estimé à 40 millions d'euros, et quand tu vois les lacunes qu'il y a dans cet effectif au milieu, mais surtout derrière, où tu te traînes encore Mustafi, Monreal, Socrates, je trouve quand même que les ressources sont pas super bien allouées. Alors le club a fait Ceballos, c'est vrai, et avec Guendouzi ou Torreira, ça commence à devenir intéressant dans l'entrejeu, mais c'est qu'un prêt d'1 an sans option d'achat. Tu construis pas grand chose, et ta défense, elle, est très loin du calibre top 4. Enfin, quelques derniers éléments liés à ce transfert. Pour Lille déjà, c'est une opération qui était prévue depuis le début, et à 80 millions d'euros, c'est sans conteste un très beau coup. Maintenant, attention à pas se mettre à la faute avec trop de turnover. Quand je vois que Raphaël Leao est très proche du Milan AC, que Thiago Mendes et Youssouf Koné sont partis à Lyon, t'as totalement démantelé ton 11. Et alors il y a eu des pioches intéressantes, c'est sûr, mais je trouve que tu t'es quand même sans doute un peu trop renouvelé pour garantir une performance. Et t'as en plus la Ligue des Champions à disputer cette année, donc attention. Et puis pour finir sur Pepe, comme beaucoup de mouvements majeurs, il y aura sûrement un effet domino lié à cette opération. C'est la fin par exemple du dossier Zaha à Arsenal, qui pourrait en revanche quitter Crystal Palace pour rejoindre Everton. Everton qui a quelques fonds à réinvestir, notamment grâce à la vente de Gueye. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Atlético Madrid a balayé le Real à New York 7-3, un triomphe retentissant qui a permis à Diego Costa, auteur d'un quadruplé et expulsé, de s'illustrer, un naufrage qui met également en lumière des manques à la Maison Blanche. Alors du côté de l'Atlético, logiquement, pas mal de choses à ressortir. Voilà, Joao Félix a été stellaire avec 1 but et 2 passes décisives. Ça présage de très bonnes choses pour la suite, il a montré une facilité déconcertante. C'est aussi un gros test pour la défense New Look, défense de l'Atlético qui a quand même perdu Godin, Juan Fran, Felipe Luis, Lucas Hernandez, et dans l'ensemble, que ce soit Renan Lodi ou Savic ont été bons, Trippier, ça reste à voir. Vitolo confirme sa très belle pré-saison et il pourrait avoir sa chance si Angel Correa rejoint effectivement le Milan AC. Du côté du Real en revanche, on a surtout vu un milieu en perdition.
sans Casemiro et avec un tandem uniquement Kroos-Modric qui vieillit très mal. Face à l'intensité que l'Atlético sait mettre dans cette zone, ça a été un carnage. Et ça souligne plus que jamais la nécessité pour le Real de se renforcer sur un segment où tu as quand même cédé Ceballos en prêt, Llorente, vente définitive à l'Atlético justement. Un Pogba par exemple, ferait du bien. Autre match de préparation digne d'intérêt, c'est la victoire hier soir de Naples contre Liverpool 3-0. Et alors c'est inquiétant dans une certaine mesure pour Liverpool, tu avais quand même sur le terrain 7 des 11 titulaires de la dernière finale de Ligue des Champions, mais c'est aussi à nuancer quand tu vois l'identité des 4 manquants. Alisson, Mané, Salah, Firmino. Alors dans le lot, t'as 2 mecs qui ont joué la Copa América jusqu'au bout, et 2 qui sont allés loin en CAN, dont un en finale. Je me demande si avec Liverpool, t'as pas l'équipe majeure qui a été la plus affectée par ces tournois d'été. Et ça pourrait avoir des répercussions cette saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça signale un vrai manque de profondeur sur le front de l'attaque, et si ça s'étoffe pas d'ici le 9 août, on pourra pas parler d'un mercato réussi. Surtout qu'un premier affrontement épique arrive contre Manchester City dans le cadre du Community Shield, c'est ce dimanche. D'ici là, Liverpool aura un dernier match de préparation à jouer contre Lyon, qui s'est défait d'Arsenal hier pour remporter l'Emirates Cup 2-1. Alors une première mi-temps très compliquée pour l'OL, c'est le 3e match de préparation et c'était le premier contre un adversaire au bloc haut, au pressing intense. Ça s'est traduit par une incapacité réelle à ressortir proprement. Bon, ça allait mieux en seconde avec l'entrée d'Aouar qui a bien aidé Mendes, avec les premiers pas de Joachim Andersen aussi. Niveau relance, ça n'a rien à voir avec Mapou. Memphis a eu un peu de mal physiquement, mais a quand même été un des tout meilleurs lyonnais. Dembélé lui a inscrit un très beau doublé. Voilà, entre lui et Aouar, on sent que les éléments prometteurs d'hier vont devenir les vrais cadres de cette saison. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de ce 6e épisode de l'œil de l'été, et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Si vous voulez continuer à voir de l'actu foot analysé, que ce genre de contenu vous intéresse, et que surtout vous voulez m'encourager, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Dernière chose enfin, j'ai reçu de la part de mon ami Clément une très belle coque de téléphone Socrates. Alors les habitués de la chaîne savent pourquoi Socrates, mais voilà, il a monté un site qui vend des modèles aux couleurs des légendes du foot. C'est des produits de qualité, les designs sont exclusifs, ça s'appelle lastgame.fr. Et si ça vous intéresse, donc je vous mets un lien en description avec un code promo moins 10% qui personnellement me rapporte rien, pas de commission. Je ferai gagner une coque sur Twitter aussi. De notre côté, on se retrouve donc mercredi 31 juillet à midi, pour la toute dernière analyse du mois, que je prépare de longue date et qui, je pense, franchement, va beaucoup vous plaire. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.